Comme je vous l'ai annoncé au début de votre journal, nous accueillons dès à présent notre députée à l'Assemblée nationale, Myriana Red Arbelo Yorana. Yorana Rarhao, Yorana à toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce soir. Je voudrais profiter de souhaiter une excellente année 2025 à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, la Cinquième République, quatre chefs de gouvernement différents en un an, l'une des pires, voire instable, qui plus est, et sans majorité. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une dissolution et que, éventuellement, les électeurs retourneront vers les urnes? Alors, écoutez, seul l'avenir nous le dira. La dissolution qui s'est passée du coup l'année dernière était pressentie, mais finalement on s'y attendait pas à ce moment-là. Maintenant, nous avons juste le résultat de cette dissolution et cette instabilité est très difficile à gérer pour les parlementaires, notamment polynésiens, je dirais. Mais nous continuons le travail inlassablement à répéter et à retransmettre aux nouveaux intervenants les dossiers que nous portons. Un bilan rapidement sur les travaux qui ont été portés pour l'année 2024. Alors, dans l'ancienne mandature, dans la nouvelle mandature, j'ai juste repris mes travaux qui avaient été donc interrompus, notamment la commission d'enquête sur le nucléaire qui a été donc recréée le 17 décembre. Et aussi un travail sur la retraite des fonctionnaires d'État de Polynésie et du Pacifique en général. Et aussi donc le gros travail qui s'est effectué, c'était sur le projet de loi de finances, donc qui avait débuté en octobre, mais avec cette incertitude de gouvernement qui nous a été proposée un peu tard. Donc voilà, nous avons travaillé majoritairement sur le PLF. On revient tout de suite du coup sur notre interview par rapport aux problématiques de la Polynésie. Qu'est-ce qui vous semble urgent et prioritaire à traiter outre le volet du nucléaire? Écoutez, c'est souvent le quotidien donc, des Polynésiens qui nous importe le plus. Alors le gouvernement est là pour, c'est l'exécutif, donc il s'occupe plutôt de ce quotidien. Nous, on intervient plus dans la législation, sur la cherté de la vie, par exemple. J'ai participé à quelques auditions récentes on a auditionné des acteurs économiques de la Polynésie et d'autres outre-mer. Ça a été sur l'initiative d'une députée socialiste de la Martinique. Et le rapport est en cours de rédaction donc pour aboutir sur des préconisations, notamment sur le contrôle, un contrôle des marges accru. C'était un des axes de préconisation. Sinon, il y a aussi donc, le problème du logement. Je pense que c'est vraiment encore plus exacerbé dans les Outre-mer. Chez nous, je citerai par exemple l'indivision, qui est un sujet qui revient souvent quand on parle de foncier. Pourquoi pas travailler sur la législation d'une gestion, une co-gestion en fait des terres indivises. Ça, c'est un travail qu'effectivement nous pouvons faire. Alors, vous avez toujours été pour le développement du finnois, vous l'avez dit, hein, lors de votre passage sur notre plateau du 18 juin 2024, je cite, ce n'est pas à moi ni à un parti politique de décider de l'indépendance d'un territoire. Votre avis sur la délibération du président de l'Assemblée, Anthony Giros, sur la décolonisation, n'avez-vous pas l'impression justement de traduire cela comme une trahison envers les électeurs? Alors pas du tout. Je persiste et je confirme ce que j'ai dit, que l'indépendance ne revient ni à moi ou ni à un parti de le décider. Et il ne faut pas confondre décolonisation et indépendance. Justement, le processus, c'est du droit international, le processus de décolonisation que mon parti politique, le Tavini Huira Atira, demande depuis 11 ans maintenant, depuis la réinscription de notre territoire sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Ce n'est pas un plébiscite pour l'indépendance, c'est une demande de suivre, de respecter le droit international sur la décolonisation. Finalement, somme toute, c'est demandé
aux Polynésiennes et aux Polynésiens, aux habitants de Polynésie, leur avis sur le statut dans lequel on vit ou sur des possibilités d'autres statuts. Mais il faut entamer les discussions. Et c'est ce que demande le président de l'Assemblée de Polynésie française, M. Giros. Comment vos collègues députés à Paris, justement, pensent de cela? Ici, ici surtout, il y a une confusion qui se fait entre l'indépendance et la décolonisation. On demande juste aux gens de se prononcer. On ne nous a jamais demandé si on voulait être autonome ou pas. On ne nous a jamais demandé si on veut être indépendant ou pas. Et ça se fait au travers de référendums. C'est prévu dans le droit international. Et c'est juste cela que nous demandons de respecter, des discussions avec thème après thème, domaine après domaine, donc de discuter comment on peut répartir peut-être les compétences, si c'est dans un système amélioré de l'autonomie ou si c'est vers plus d'indépendance. Alors, je laisse l'actualité du Finnois pour partir justement sur votre travail à l'Assemblée nationale. Vous travaillez également sur les lois de finances. Votre avis sur cette baisse de près de 30 milliards quand même dans le budget pour l'ensemble des Outre-mer? Écoutez, c'est très préoccupant parce que nous avons toujours l'impression d'être la dernière roue du carrosse du budget de la France. Donc, d'autres députés ultramarins et moi-même, nous ne sommes pas du tout contents de cela et nous avons déjà démontré en fait notre mécontentement donc dans le gouvernement précédent. Je tiens à souligner aussi que la censure a plus été sur des textes et pas sur des hommes. Monsieur Barnier a été un premier ministre qui avait apporté beaucoup de respect dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, enfin de mon avis. Les débats étaient beaucoup plus sereins. Mais il a manqué beaucoup de compromis, malheureusement, et j'espère donc que M. Bayrou comprendra cela. Et le fait d'avoir nommé M. Valls ministre d'État, donc ministre de plein exercice, dans un ordre protocolaire assez haut pour les Outre-mer, j'espère que c'est bon signe et qu'on pourra aller vers des politiques publiques ultramarines appropriées à chaque territoire. Comment voyez-vous justement ce nouveau gouvernement, celui de Bayrou? On va je le vois de loin pour l'instant, puisqu'il a été nommé juste avant Noël. Donc, on va voir comment on va travailler, mais déjà les courriers sont partis pour reprendre le travail sur chaque dossier. Voilà, on verra bien. Vous pensez rencontrer le nouveau ministre des Outre-mer? J'espère bien, oui. Alors, vous échangez beaucoup avec vos collègues députés polynésiens. L'indemnité temporaire retraite, l'ITR, c'est un dossier que vous portez ou est-ce que ce sont vos camarades qui le font? Alors l'ITR, l'ITR a toujours masqué le mauvais calcul de la retraite des fonctionnaires d'État. Donc c'était pas une excuse, mais quand l'ITR existait, ça masquait en fait le calcul incomplet de la retraite des fonctionnaires d'État. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur compléter cette retraite et j'avais pas mal d'avancées sur le dossier. Maintenant, il va falloir tout reprendre avec le nouveau gouvernement. Qu'en pensez-vous du CVR? Alors la CVR a été proposée dans le PLF 2024, mais moi je le trouvais pas satisfaisant du tout et force est de constater que seuls 3 fonctionnaires sur 10 l'ont choisi. Donc c'est que ça n'a pas convaincu du tout les agents et je dis aujourd'hui qu'il faut absolument travailler pour une retraite complète. Alors, pour faire un petit peu le lien entre l'actualité au Finnois et à l'Hexagone, comment conciliez-vous votre travail avec le gouvernement du Finnois et celui de l'Assemblée nationale? En quelques points, quelles sont les demandes du gouvernement, les orientations qu'ils veulent donner à leur politique? Écoutez, les échanges sont évidemment fluides. Lorsque je suis une députée qui ne décide pas seule dans son bureau à Paris, je communique beaucoup avec les cabinets ministériels locaux. Je leur envoie des courriers pour leur demander s'ils ont, notamment pour le PLF, s'ils ont des demandes particulières. Et avec le gouvernement, mais aussi avec la population. À chaque déplacement que je peux faire dans la sphère privée ou dans le cadre de mon mandat, il m'intéresse beaucoup d'écouter la population. Et c'est de là que vient aussi les idées, en tout cas les orientations que je donne à mes actions.
Alors pour cette année 2025, quelle sera votre priorité à l'Assemblée nationale? Alors, la commission d'enquête sur le nucléaire, puisqu'on va commencer dès le 14 janvier, après avoir entendu le discours de politique générale de M. Bayrou, on va procéder à la réunion constitutive de la commission d'enquête. On va on va nommer les 30 députés qui vont participer à cette commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires. Alors, j'aimerais revenir rapidement, un tout petit point, sur la fermeture du centre de contrôle de Teti Fa'a. Oui. Alors écoutez, c'est inédit, c'est très préoccupant. Parce que il faut savoir une chose, c'est que la ZE, on en parle souvent, la ZE de la Polynésie française qui fait 5,5 millions de kilomètres carrés. Il faut savoir que l'espace aérien délégué à la France au-dessus de la ZE fait 2,3 fois cette surface. Donc c'est un espace énorme qui est le deuxième dans le Pacifique, après celui donné aux Américains, enfin géré par les Américains. Et la fermeture du centre de contrôle de Tahiti Fa'a est inédite, ça n'a jamais été fait. Une fois la piste a été fermée en 88 lors d'invasions de manifestants antinucléaires. Ça a été la seule fois où le terrain a été fermé plusieurs heures. Ça peut être fermé de temps en temps pour question de météo. Mais le centre de contrôle, c'est-à-dire que les avions qui croisent 5 heures dans notre espace aérien, pendant 5 à 6 heures, eh ben, ont été obligés de contourner l'espace aérien français, ou alors ils ont été obligés de se séparer eux-mêmes. Et je vous assure que c'est pas du tout. En fait, on baisse la qualité de service que l'on donne aux avions. Voilà. Un sujet qui mène à réflexion dans les jours à venir. Voilà. En tout cas, merci pour ces précisions, Madame la députée.